Bien, bonjour et je suis très honorée de parler devant vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc je vais vous parler d'une recherche qu'on mène ici depuis une dizaine d'années à peu près, qui est, disons, qui fait appel au traitement de signal beaucoup, mais aussi à des connaissances en neurosciences. Et donc il s'agit d'interface cerveau-machine. Et après une brève introduction sur ce sujet, je vous parlerai d'une recherche qui me tient à cœur, ce qui est pas, on fait plusieurs types de recherches. On fait de la recherche en traitement du signal, en traitement d'image un peu plus fondamentale, mais aujourd'hui je vais vous parler d'une recherche plus translationnelle, c'est-à-dire où il y a des patients qui entrent en jeu et même des patients dans leur vie quotidienne. Et puis si on a un peu de temps à la fin, je parlerai aussi un petit peu des problèmes éthiques qui peuvent se poser dans les interfaces cerveau-machine, et je pense que c'est toujours important de garder en tête. Donc pour vous parler un peu du type de mesures auxquelles on a affaire quand on va essayer d'interpréter de l'activité cérébrale, bon, on va essayer de la mesurer de la manière qu'on peut. Alors chez l'animal, ça peut être des réseaux de microélectrodes qu'on va planter à l'intérieur du cerveau, mais chez l'humain c'est plus rare, même si je vous montrerai ça a été fait un petit peu. Des électrodes intracérébrales peuvent se positionner à la surface du cerveau. Là, c'est moins invasif, c'est fait assez couramment. Ou elles se placent aussi à l'intérieur du cerveau, mais avec des électrodes pour faire du diagnostic, par exemple, avant une opération chirurgicale, pour vérifier que l'endroit où on pense que la pathologie épileptique réside est le bon. Alors, toutes ces techniques que je vous montre ici, électrodes plutôt implantées, elles permettent de mesurer soit de l'activité axonale, c'est-à-dire communication d'un neurone à un autre, soit de l'activité postsynaptique. Là, c'est plutôt l'ensemble des informations reçues par une région cérébrale qui génère une activité assez forte, qu'on représente par des petits dipôles électriques à l'intérieur du cerveau. Ces activités-là, ce sont celles qu'on observe également de manière non invasive par les trois techniques que je montre à droite, qui sont au milieu, disons, l'électroencéphalographie et la magnétoencéphalographie, qui mesurent passivement l'activité électrique et sa composante magnétique, qui viennent de l'activité du cerveau. Vous avez aussi l'IRM fonctionnel. Là, donc on est dans une IRM qui a été programmée pour mesurer les variations d'oxygénation du sang. Et donc ça donne de l'information métabolique sur la consommation d'oxygène dans différents tissus. Et le dernier que vous voyez à droite, qui ressemble un peu à un casque d'électroencéphalographie, mais en réalité, il y a de la lumière qui rentre et qui sort du cuir chevelu, qui passe dans les boîtes crâniennes, et également les différences d'absorption de la lumière due à la présence ou non de la déoxyhémoglobine créent aussi la possibilité de mesurer le métabolisme cérébral. Donc ces trois techniques à droite sont plutôt non invasives, alors que celles à gauche sont invasives. Et nous, ici à l'INRIA, on s'est beaucoup attaché à essayer d'aider les praticiens à extraire le plus d'informations possible de leurs mesures non invasives. Donc on s'est beaucoup intéressé aux localisations de sources, à différents types de problèmes inverses, donc extraction d'informations spatiales ou temporelles dans les signaux. Mais l'invasif, c'est intéressant aussi. On a des collaborations naissantes avec des biologistes d'ici, de l'IPMC par exemple, pour mieux interpréter aussi leurs mesures invasives, parce que même si elles sont proches des activités d'intérêt, de l'activité d'intérêt, elles ont aussi leurs difficultés d'interprétation. Donc pour en venir à l'EEG, qui est ce que je connais le mieux, parce qu'on a un labo EEG ici, c'est quelque chose qu'on pratique, disons, au quotidien. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'EEG? Bon, d'abord, toutes les choses qu'on ne voudrait pas y trouver. Tous les artefacts que vous pouvez imaginer, parce qu'il y a de l'électricité pas que dans le cerveau, il y en a dans les muscles, il y en a dans les yeux, il y en a partout, donc sans compter l'électricité ambiante, etc. Donc il y a beaucoup de bruit, mais il y a aussi beaucoup de rythmes cérébraux de différentes natures, et qui peuvent être du bruit aussi, parce que c'est pas forcément ce qui intéresse à l'expérience de regarder toute l'activité cérébrale. Il faut souvent se focaliser, je vous expliquerai comment on fait. Et puis on trouve des variations qui ne sont pas oscillatoires,
qui sont caractéristiques de certaines activités spécifiques. Je vais y revenir un peu plus tard. On parle souvent de potentiel évoqué, par exemple. Donc l'EEG, c'est une vieille technique, hein. Ça fait 100 ans que ça a été observé chez l'homme déjà. On appelle le rythme alpha, par exemple, celui autour de 10 Hz. Pourquoi on l'appelle alpha? Parce que ça a été le premier à être observé, parce qu'il est tellement puissant par rapport aux autres. Mais il y a bien d'autres rythmes qui proviennent de différentes régions cérébrales lorsque les personnes pratiquent différentes activités mentales. Donc ça, je vais vous expliquer dans les interfaces cerveau-ordinateur comment on exploite ces activités. Mais déjà, comment est-ce qu'on extrait des caractéristiques? Alors, tout ce qu'on peut dire sur les caractéristiques qu'on va extraire, c'est que, par définition, ça va être moins variable que le bruit, mais c'est bien difficile à définir, hein. Souvent, le signal d'intérêt d'un chercheur, ça va être le bruit d'un autre chercheur. Enfin, il faut vraiment discuter longtemps avec les cliniciens, les neurophysiologiques, pour savoir ce que ça va être leur activité d'intérêt. Et quand même, on va céder, on ne va pas se fier juste à ce qu'ils nous disent, on va aussi faire des mesures, et exploiter des mesures dans lesquelles il y a des répétitions, et on espère que l'activité qui les intéresse va se répéter à travers les observations et d'une manière un petit peu contrôlée, mais avec de la variabilité. Donc on en revient encore à la variabilité qui elle, est forcément présente dans le bruit, qui par définition est ce qui ne va pas se répéter comme on l'attend, le bruit. Mais même l'activité d'intérêt, elle ne se répète pas exactement comme on l'attend non plus. Elle a aussi une variabilité. Par exemple, là, je vous montre, je les ai dessinés moi-même, ce sont juste des petites gaborettes. Mais mettons que ce soit 6 observations d'une activité cérébrale, plus ou moins sans bruit déjà, et que ce soit l'activité d'intérêt. Mais pour l'observer, il aurait fallu sans doute moyenner un petit peu pour enlever le bruit qui était là au départ, pour observer des signaux aussi clairs. Et puis, en moyennant, si on n'avait pas fait attention, en fait, ces 6 observations-là, les événements sont légèrement décalés dans le temps à travers les observations, ce qui fait que si on les moyenne brutalement, tout ce qui est oscillatoire disparaît complètement, à gauche, hein, en bas. Si on essaye de se recaler sur la phase des oscillations, c'est l'autre activité qui va un petit peu être distordue, et puis bon, si on se recale sur l'autre activité, bon, vous voyez bien l'idée. Donc, le secret, ça va être d'encoder une invariance à la variabilité quand on extrait au moment même où on extrait les caractéristiques. Donc ça, c'est des choses qu'on a étudiées dans l'équipe avec Théo Papadopoulou et puis Christian Bénard notamment, qui était donc de se dire, nos signaux d'intérêt, à travers les différentes observations K, ça va être des superpositions de caractéristiques, mais les paramètres de ces caractéristiques vont pouvoir varier légèrement. Donc il fallait définir ce qu'on appelle légèrement à travers les essais. Et donc on s'est servi d'une approche qui s'appelle le matching pursuit, dans lequel on essaye d'extraire les caractéristiques une à une, mais en relaxant la contrainte que ce soit la même caractéristique à travers les essais. On a appelé ça consensus matching pursuit parce qu'il y a une notion statistique que les paramètres votent et que les paramètres qui votent dans des régions proches sont conservés. Et on a aussi, en discutant avec les gens du domaine de l'épilepsie, on s'est rendu compte qu'on pouvait enrichir les dictionnaires de Gabor en mettant pas seulement des paramètres d'espace, de translation ou de fréquence, mais aussi des paramètres de durée, parce que les oscillations, les ondes auxquelles ils s'intéressent peuvent avoir des durées plus ou moins grandes, et à chaque essai, c'est intéressant de quantifier ces durées. Donc ça nous a permis une première interaction avec les épileptologues de la Timone, où Christian Bénard est maintenant directeur de recherche à l'INSERM. Et on a toujours continué en fait cette collaboration depuis, parce que les problèmes sont très riches dans ce domaine. Mais les ondes de Gabor, ça ne ressemble pas quand même exactement à des signaux neurophysiologiques. C'est trop symétrique. Il fallait, pour convaincre les praticiens et puis pour se rapprocher des signaux qui les intéressent, en fait, il fallait arriver à construire des dictionnaires qui soient proches de leurs objets d'étude, qui sont plutôt des potentiels d'action ou des ondes lentes, comme ils disent en épilepsie, etc. Donc on s'est attaché à apprendre le dictionnaire directement à partir des données. C'est une
méthode qui a fait partie de l'apprentissage machine, hein, qui est assez répandu quand même, l'apprentissage de dictionnaire, et nous on l'a utilisé, on l'a spécifié un petit peu pour les problèmes biophysiques, et on a développé une méthode qui est prometteuse. Je ne dis pas que ça résout tout, et on est en train de la mettre à l'épreuve avec les biologistes de l'IPMC sur des enregistrements de souris épileptiques en ce moment même, et on espère que ça leur permettra de mieux repérer tous les événements qui les intéressent dans les signaux, parce que voilà, c'est un petit peu comme de l'astronomie, hein, l'imagerie cérébrale. Hein. On a beaucoup d'activités éblouissantes, mais l'activité qui est intéressante est petite et cachée derrière beaucoup de bruit. Alors maintenant qu'on a parlé un petit peu de caractéristiques, de ce qu'on trouve dans les signaux EEG, je vais vous parler de leur exploitation presque en temps réel. C'est-à-dire, pendant que quelqu'un est en train de réaliser des activités cérébrales, on peut mesurer cette activité au moment même où elle est en train de se faire, ou quelques millisecondes après. Le temps réel, pour moi, c'est quelques millisecondes, en fait. C'est pas le temps réel d'Estérel. Donc, on mesure l'activité cérébrale, et puis on extrait des caractéristiques qui vont avoir un sens pour la personne, pour lui permettre de commander quelque chose. L'idée, c'est de faire une interface entre son propre cerveau, à la personne, et un environnement extérieur, qui peut être un ordinateur, mais qui peut être autre chose. Donc, les caractéristiques qu'on va extraire, il va falloir qu'il soit possible de les classifier, ou de faire de la régression dessus, enfin que ce soit des caractéristiques qui soient expressives, hein, qu'on puisse discriminer, et qui soient bien robustes aussi à beaucoup de variabilité, qui vient du cerveau lui-même, du fait que, par exemple, il y a de l'habituation. Un même stimulus, il ne va pas toujours donner la même réponse dans le cerveau, qui vient du contexte. Donc voilà, il y a de la variabilité aussi ici, naturelle, à laquelle il faut s'attacher, qu'il faut combattre. L'apprentissage humain, parce qu'une personne à qui on donne une nouvelle interface, il faut qu'il se l'approprie, et là, c'est quand même difficile pour une personne, parfois, selon les cas, d'apprendre à gérer un nouveau type de commande qui vient directement de l'activité cérébrale, dont on n'a aucune perception, bien sûr, quand on l'utilise couramment. Et on va lui demander de savoir moduler son activité cérébrale, parfois, dans certains cas, je vous l'explique. Donc ici, un petit exemple, une des premières interfaces qui a été développée à Graz, en Autriche, par Furtscheller. Alors Furtscheller et Da Silva, ils avaient repéré très tôt, dans les années, enfin vers 95 par là, que de l'activité imaginée produisait dans l'EEG les mêmes observables que de l'activité réelle dans les activités motrices. Donc, par exemple, si vous demandez à quelqu'un de bouger ses mains, et si vous lui demandez juste d'imaginer bouger ses mains, en fait, vous voyez en rouge ici, ça veut dire que ces régions-là ont une activité oscillatoire qui diminue. En fait, les régions motrices vont devenir plus silencieuses pour être davantage capables d'exécuter la tâche à laquelle on s'attache. Et si on demande aux personnes de bouger leurs pieds, là c'est central, c'est dans les deux hémisphères, mais on ne le voit pas sur le EEG qu'il y a deux hémisphères ici, et bien c'est dans cette région-là que l'activité oscillatoire va diminuer. Donc vous voyez, là, on a deux types de classes qu'on peut classifier. On peut regarder sur le EEG si une personne est en train d'imaginer bouger ses mains ou ses pieds, juste en regardant ça. Donc c'est assez simple, hein. Tellement simple qu'on peut s'en servir pour jouer à un petit jeu des années 70 qui est Pong. Alors c'est bien, c'est un jeu qui ne va pas très vite, où la raquette bouge doucement. Donc quand on imagine bouger ses mains, la raquette va monter. Quand on imagine bouger ses pieds, la raquette va descendre. Puis ça va permettre aux gens de s'affronter là-dessus. Alors dans ces signaux-là, j'ai juste indiqué qu'on fait un petit peu de rehaussement des signaux pour se donner une chance de mieux discriminer les classes, mais peu importe, c'est juste des combinaisons linéaires de capteurs. Alors le Graal dans le domaine, c'est pas de jouer au Pong vraiment, c'est plutôt de pouvoir communiquer avec des personnes qui n'ont pas de commande motrice du tout, c'est-à-dire des personnes qui sont, on appelle locked-in. Alors
Et dans les locked-in, en fait, il y a beaucoup de degrés différents. Les locked-in, il y a les completely locked-in qui n'ont pas la possibilité de bouger les yeux du tout. Et là, c'est vraiment très difficile de communiquer avec eux. Et les locked-in qui ont la possibilité de bouger les yeux, on peut mettre en place d'autres codes de communication. Au-delà des locked-in, les locked-in, ce sont des personnes pour lesquelles on sait que leurs activités cognitives sont quasi intactes. Ils ont peut-être un petit peu de problèmes cognitifs, mais c'est essentiellement moteur. Après, il y a aussi tout le problème de détecter les différents états de conscience, c'est-à-dire surtout cette région-là où c'est difficile de savoir si quelqu'un est dans un état végétatif ou s'il est avec un état de conscience minimal et qui va peut-être pouvoir commencer à communiquer avec son entourage. Et donc le domaine des interfaces cerveau-machine, un petit peu son rêve, c'est d'arriver à communiquer avec des gens qui sont en état de conscience minimale et d'établir des communications, etc. Ça serait très, très bien, mais je veux dire, c'est peut-être ça que j'ai mis écueil dans mon titre, c'est que en fait, le domaine bute un peu là-dessus, a du mal à savoir... Voilà, comment s'y prendre réellement pour obtenir des codes de communication avec ces gens-là. Alors il y a quand même l'IRM fonctionnel qui a permis par exemple, de voir si les personnes étaient capables de faire des tâches comme par exemple des personnes dans l'IRM fonctionnel qui mesurent l'activité métabolique donc de différentes régions. On leur demande pendant certaines périodes de s'imaginer faire une activité motrice qu'ils pratiquaient dans leur vie courante, mettons jouer au tennis. Et en fait, on voit des régions motrices ici qui sont plus consommatrices d'oxygène, avec une temporalité, là c'est de l'ordre de 20 secondes que ça met pour s'exprimer pleinement, ce signal. On leur demande de faire une autre tâche, comme par exemple de s'imaginer marcher dans leur maison, de s'imaginer sortir du lit, aller dans leur cuisine, etc. Et ça fait intervenir l'hippocampe. Et donc on peut voir avec l'IRM fonctionnel si les gens sont capables de faire des tâches déjà, et de comprendre des tâches qu'on leur fait faire. Et Owen à Cambridge dans les années 2005-2006 utilisait ça comme un code de communication. Il a dit si vous voulez répondre oui, imaginez jouer au tennis. Si vous voulez répondre non, imaginez bouger dans votre maison. Et donc ça a pu marcher. Mais bon, c'est très, très difficile quand même à mettre en œuvre, très lourd. Mais bon, c'est vrai que l'imagerie cérébrale et la détection des réponses cérébrales à des consignes ou à d'autres choses, ça peut être de la stimulation magnétique transcrânienne pour voir si les gens sont en train de sortir d'un coma ou s'ils sont juste dans un état végétatif, c'est très intéressant. Alors, je vais vous parler de handicap moins extrême maintenant, où il reste un mouvement des yeux, comme Jean-Dominique Bauby, vous vous souvenez certainement, Scaphandre et le papillon. Alors, il a une personne, et beaucoup de locked-in ont ça, une personne qui sait interpréter leurs moindres petits mouvements pour arrêter un alphabet, pour communiquer. Il a pu écrire un livre avec ça, et ça a été très médiatisé. Alors, nous, on s'est intéressé à un protocole dans lequel c'est une réponse cérébrale qui est interprétée. C'est-à-dire qu'au lieu d'être une personne qui interprète si c'est ça que la personne veut faire, en fait, c'est l'ordinateur qui va mesurer s'il y a une réponse cérébrale qui dit que oui, c'est ça que la personne veut faire. Il y a des stimuli. Je donne l'exemple du feu rouge ici. Si le feu rouge passe au vert et que vous l'attendez, il y aura une réponse P300, alors que votre voisin qui n'attendait pas le feu rouge, il n'aura pas la réponse P300. On a utilisé ça dans un clavier en fait, dans lequel on propose plusieurs lettres à la fois, mais la personne focalise son attention sur la lettre qu'elle veut épeler, et par recoupement et par calcul statistique, on arrive à trouver quelle est la lettre que la personne veut taper. Donc ça a été mis en œuvre, là je passe à la partie un peu translationnelle vraiment, par une étude clinique au CHU de Nice où 20 patients l'ont testé et ont vraiment beaucoup apprécié le système, ils voulaient le ramener chez eux, mais on n'avait rien à leur donner malheureusement. Et un patient qui a entendu parler de l'étude de Nice depuis sa chambre d'hôpital à Chambéry, qui nous a contactés, à qui on a donné le lien pour télécharger le logiciel. Et il s'est débrouillé pour acheter un petit casque EEG du commerce qu'il a tant bien que mal avec un ami réussi à faire fonctionner, mais c'est une personne qui peut bouger, donc il peut bouger les yeux, parce qu'il utilise d'habitude un eye tracker pour écrire, mais il était très motivé.
par utiliser autre chose. Parce qu'avoir un seul moyen de communication, même si on en a un, c'est limité. Donc les patients nous poussent en fait aussi, c'est pour ça qu'on a envie de faire de la recherche transgénérale, c'est qu'on a des patients vraiment qui demandent. Je vais sauter ça, c'est pas exactement notre sujet, enfin c'est pas nous qui l'avons fait, mais c'est bon, juste pour vous dire rapidement, des personnes implantées là aux États-Unis avec des microélectrodes qui ont appris à commander des bras robotisés avec beaucoup de degrés de liberté, mais ça demande des mois et des mois d'apprentissage. Parce que ça demande de court-circuiter toute la boucle sensorimotrice normale que l'évolution comment dire, depuis la naissance, on a appris à contrôler, et de remplacer ça par juste un décodage de l'activité de quelques neurones. Donc c'est sûr que c'est une technique très difficile. Et bon, il faut se demander en fait, voilà, qu'est-ce qui vaut vraiment le coup. Par exemple, en inventant des modalités d'interaction beaucoup plus simples, sans forcément commander 26 degrés de liberté, on peut, en changeant d'autres choses dans l'environnement, en fait, naviguer. Par exemple, ici, dans une salle immersive qui est juste en dessous d'ici, d'ailleurs, on a fait une démonstration dans laquelle la personne qui est au centre a juste un bouton mental, c'est-à-dire qu'en fait, au moment où elle arrête d'imaginer bouger ses mains, l'activité bêta des régions motrices augmente très fort à l'arrêt du mouvement, à l'arrêt de l'imagination du mouvement, et on utilise ça comme un bouton, ce qui veut dire que quand la personne veut actionner le bouton, il faut juste qu'elle imagine bouger ses mains un petit peu avant. Bon. Et en fait, avec un peu d'ingéniosité, par exemple, vous vous souvenez peut-être de l'informatique logo, en fait, on va alterner avec ce bouton entre tourner ou avancer, et on peut comme ça, se déplacer dans un environnement, bon, 2D en réalité, mais c'est dans une salle immersive en 3D pour faire plus joli. Et en ce moment même, on est en train d'entraîner une patiente pour participer au Cibathlon, qui est des genres de Jeux Olympiques de personnes qui utilisent des moyens technologiques pour faire des choses qu'elles ne font pas d'habitude. Et donc nous, en ce moment, on est en train de chercher quelle activité mentale cette personne peut utiliser pour commander 3 boutons qui vont lui permettre de piloter une voiture sur un circuit dans un jeu auquel on va s'affronter dans un an à peu près. Alors, maintenant, pour ne pas oublier de parler un peu d'éthique, merci, je peux quand même parler un tout petit peu d'éthique, c'est important. Bon, au niveau de l'autonomie et du contrôle, comme je vous l'ai fait remarquer, on n'a aucune sensation de son activité cérébrale, donc c'est difficile d'utiliser une activité dont on n'a pas de sensation, ça demande pas mal de... Même si c'est pour des boutons, des choses simples et pas 23 degrés de liberté, c'est quand même pas si simple. Il n'y a pas beaucoup d'intuitivité, j'ai remis la théière de Karelman là pour montrer que les choses pour lesquelles c'est évident comment on les utilise, c'est toujours plus simple, et là, il faut des fois faire des extrapolations un peu hâtives pour comprendre comment on va utiliser son activité cérébrale pour faire des actions de tous les jours. On peut penser aussi, si on a du contrôle partagé, parce qu'on n'arrivera pas à contrôler 23 degrés de liberté, si on a du contrôle partagé par des systèmes robotiques, etc., comme dans tout ce qui est la robotique et l'automatisation, est-ce que les gens sont encore vraiment libres de faire ce qu'ils veulent? Je pense à, par exemple, notre clavier, on l'a équipé avec un prolongement de mots, c'est-à-dire une prédiction de mots, et il y a certains patients qui écrivaient très vite des phrases, etc., mais juste en prenant le premier mot qu'on leur proposait, parce que ça faisait joli, ça faisait quelque chose de poétique, mais voilà, on n'était pas sûr du succès dans ce cas-là. Ensuite, maîtriser ce qui est en train d'exploiter. C'est-à-dire, en fait, même les neurosciences, elles ne savent pas forcément expliquer tout ce qui se passe dans le cerveau. Et donc, les signaux qu'on est en train d'exploiter, est-ce qu'on est sûr de ce qu'ils veulent vraiment dire? Il faut vraiment travailler avec les neurosciences fondamentales et cognitives et la neuropsychologie pour savoir ce qui est en train d'être... ce que veulent dire ces signaux. Est-ce qu'on est en train de les modifier aussi? Et dernière chose aussi, les mesures, en fait, vu que les gens n'ont pas conscience de les émettre, on peut aussi parfois se servir de mesures que la personne n'a pas conscience d'émettre, donc comme nous on fait pour le P300 par exemple. Et il y a des
cadres d'utilisation. Donc voilà, on peut se demander, est-ce que c'est bien de le faire dans un but de communication, dans le cadre privé, mais est-ce que c'est bien de le faire dans un cadre professionnel pour accélérer la cadence, hein, ou dans un cadre militaire, comme c'est fait aux États-Unis, à la DARPA, pour que les gens qui font de la reconnaissance d'images vidéo, il y ait moins de faux négatifs en regardant l'activité cérébrale qui dit beaucoup de choses. Voilà. Donc voilà, on a écrit un bouquin il y a quelques années là, dans lequel il y a vraiment tout un chapitre là-dessus, c'est important. Je voulais remercier aussi les collaborateurs, à la fois à l'INRIA, dans un Project Lab dans lequel il y avait également des collègues de l'INSERM avec lesquels on travaille beaucoup sur les interfaces serveur-ordinateur, au CHU de Nice, et puis voilà, les financements. Excusez-moi. Merci Maureen.